On reçoit Hélène Demey, Real Estate Climate Product Manager chez MSCI, Eric Cosra, président directeur général de Perial, Sabine Brunel, directeur Real Estate AXA France, Pierre Dorel, directeur général de Next City Property Management et Priscilla Leprilec, directeur financement immobilier. La Banque Postale? Ben oui, pas la Poste. Oh, c'est pas loin, c'est la même famille, c'est des cousins. Pas tout à fait. Très bien, on va commencer d'abord par un peu votre lecture à tous du marché immobilier à l'aune de vos métiers. Le titre de cette conférence, alors je ne vais pas vous le chanter, l'immobilier résiste, prouve qu'il existe. Moi j'adore France Gall, mais je ne sais pas chanter. Je ne vais pas vous demander de chanter, je vais vous demander à tous un petit peu votre vision et votre lecture du marché immobilier. Je vais commencer par vous, Sabine Brunel, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait un peu trop de bureaux. Donc je voudrais qu'on parle un tout petit peu de bureaux, mais côté utilisateur. Quelle est un petit peu votre vision? Est-ce que vous partagez le constat notamment d'Astrid en introduction? Il y a peut-être 30% de bureaux de trop. Est-ce qu'il y a 30% de bureaux de trop chez AXA France, utilisateurs? Alors, bien sûr que l'immobilier traverse actuellement des turbulences extrêmement importantes. Et ces turbulences, c'est une bonne occasion de réfléchir. Il faut vraiment en faire une belle opportunité pour peut-être aller un peu plus loin. Forcément, le télétravail qui est massif depuis le Covid a en fin de compte un impact sur notre capacité à partager des espaces de travail, à partager des bureaux, mais demande aussi peut-être plus de moyens collectifs, donc des espaces pour se retrouver, des espaces pour collaborer, pour travailler ensemble, différemment peut-être de ce qu'il y avait au préalable. Donc oui, forcément, moins de mètres carrés vraisemblablement, mais pas dans la proportion du taux de partage. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. On le voyait, nous, un tout petit peu venir. C'est là où peut-être avec Astrid, on a le droit de ne pas être tout à fait, en fin de compte, en accord, puisque chez AXA France, on avait démarré cette approche-là dès 2016, en fait. On a vraiment travaillé cette notion de flex office dans une optique de se dire avoir autant de bureaux attribués vides et manquer à ce point-là d'espace, de salles de réunion, etc., ça ne faisait pas sens, et déjà. Donc on n'avait pas encore, évidemment, on n'avait pas imaginé qu'on aurait le Covid, mais on s'est vraiment bien embarqué là-dedans, et ça a été effectivement, on a eu une preuve en fait, que c'était le bon sens, donc en 2020. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ces turbulences que l'on traverse, on s'aperçoit que maintenant, ce qui n'était pas tout à fait le cas avant, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de propriétaires prennent conscience de cela et commencent du coup à réfléchir sur leur capacité à apporter des solutions aux besoins de leurs utilisateurs pour les fidéliser. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes devenus des clients? On est devenus des vrais clients aussi, au même titre que les actionnaires qui, peut-être, au préalable, étaient des clients avec un plus grand C que nous. Très bien. Si je peux me permettre. Voilà. On reviendra un peu plus en détail sur les besoins et sur votre feuille de route. Je continue mon tour de table avec vous, Eric Cosra. Comment se porte la gestion d'actifs immobiliers à travers les fonds publics, les CPI notamment, qui ont traversé, qui traversent une petite crise, en tout cas si je lis bien la presse patrimoniale. Quel est un peu le moral des épargnants particuliers, mais aussi un peu le moral des épargnants institutionnels, parce que Perial ne fait pas que de la SCPI pour des particuliers, mais aussi des fonds pour des institutionnels. Alors, petite crise ou grosse crise, je sais pas. Je pense que mais crise, c'est voilà, on a employé le mot bouleversement, Astrid a employé le mot bordel. C'est aussi le reflet de mutations profondes que l'on vit. Et c'est ça qui est passionnant dans le secteur, c'est que le secteur, il est à la fois le reflet et il est à la fois la matérialisation des changements que nous connaissons. Et c'est d'ailleurs le S de sociétal. C'est-à-dire que l'immobilier, c'est pas réel. On est vraiment dans le concret et dans les changements très profonds que nous vivons
matérialise, notamment pour les produits d'épargne immobilière que fabrique Perial et d'autres, c'est que c'est effectivement c'est là où le grand public, au fond, ressent les secousses de l'immobilier parce qu'il voit sa performance diminuer ou en tout cas varier. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'épargnant, il a confiance. Et donc, il se comporte plutôt bien. Voilà. Et il est patient, parce qu'il y en a qui veulent partir des fonds et qui ne peuvent pas partir des fonds, à l'heure actuelle, le sujet de la liquidité de l'immobilier. Et donc, il est plutôt confiant. Et c'est une bonne chose. Et on assiste à un secteur qui est assez dynamique, avec beaucoup de création de produits, malgré les difficultés. L'épargnant particulier qui L'épargnant particulier. Et l'épargnant institutionnel. Alors, l'institutionnel, c'est autre chose. Ah. L'institutionnel est autre chose, et curieusement ou pas curieusement, il a des réactions, en plus de ça, en chaîne, parce qu'il regarde un petit peu ce que font les petits copains, et donc ça s'associe là-dessus. Il peut être irrationnel. C'est terrible d'entendre ça, parce que c'est un changement de perspective, où on voit au fond des épargnants qui sont assez rationnels et qui sont en sang-froid, voilà, avec une situation là. Alors évidemment, on leur délivre encore un rendement, une distribution qui tient. Et vous avez un monde institutionnel qui, lui, réagit de manière un petit peu épidermique et qui réagit de manière moutonnière, et donc qui a effectivement des conséquences sur ce produit-là. Donc on a un petit peu deux sons de cloche. Alors, Dieu merci, les SCPI, c'est avant tout des épargnants et pas des investisseurs, donc des petits épargnants. Et donc, on a ce sujet-là. Il faut effectivement communiquer beaucoup. Et on a aussi la confrontation, c'est-à-dire que mais c'est également valable dans la profession, c'est-à-dire qu'au fond, du chaos doit émerger quelque chose de nouveau. Et ce qu'on voit bien, d'abord dans la finance, c'est-à-dire qu'au fond, l'immobilier, c'est extrêmement financiarisé. C'est devenu un produit financier. Trop ou pas, j'en sais rien. Simplement, c'est que c'est un constat. Je pense que c'est bon pour la dynamique du secteur, parce que ça oblige à se battre sur la rentabilité, la concurrence, la valorisation, enfin dans un monde qui est devenu très compétitif. On est compétitif également par rapport à d'autres classes d'actifs. Et la bonne nouvelle, c'est que dans une crise que nous connaissons, on peut considérer qu'on est en bas de cycle, qu'on a à peu près atteint le fond. Voilà. À part peut-être encore quelques actifs qui vont décrocher, mais le gros a été fait. C'est aussi l'avantage de la financiarisation, c'est-à-dire que les réactions sont assez brutales, mais elles ont l'avantage d'être rapides. On peut espérer une réaction dans l'autre sens avec la baisse Alors, des taux d'intérêt. On peut espérer. Vous avez vu que la Fed a baissé ses taux de 50 points de base. C'est une bonne nouvelle. On ne savait pas si elle allait baisser de 25 ou de 50. Elle a décidé de baisser 50. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la crise immobilière, on le voit d'un point de vue français, mais elle est mondiale. Hein, c'est-à-dire que là aussi, ça fait partie de la financiarisation. C'est-à-dire qu'au fond, tous les pays ont le même sujet que nous pouvons avoir. Et donc, dans la financiarisation, et le combat aussi, et le chaos de l'immobilier, c'est comment retrouver les données immobilières. Évidemment, les mètres carrés, c'est toujours pareil. Hein, c'est-à-dire qu'on revient aux fondamentaux dès que c'est moins bien. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de produits de rendement. Et en fait, c'est-à-dire que nos produits d'épargne immobilière sont devenus des produits de taux. Donc, voilà. Donc, on a effectivement comment revenir au sous-jacent. Alors, on ne l'a jamais perdu, mais c'est-à-dire que le sous-jacent, c'est celui qui va délivrer la performance. Et dans cette mutation qui est en train d'être faite, c'est que, moi, ma conviction, c'est qu'au fond, l'immobilier, ce sont les critères ESG maintenant. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous raccroche à un immobilier qui s'est extrêmement financiarisé? Ce sont les critères ESG, c'est-à-dire ce changement d'usage de l'immobilier qui doit à la fois avoir un sens, c'est-à-dire contribuer à la décarbonation de la planète et en tout cas à la lutte contre le réchauffement climatique avec les enjeux environnementaux, je ne vais pas en venir, c'est intrinsèque à l'immobilier. Le sociétal, qui est se dire comment on se comporte par rapport à nos locataires, qui sont nos clients. Alors, c'est pareil, hein, quand tout va bien,
on perd un peu le sens du client. Quand ça va moins bien, on va retrouver nos clients. Donc on retrouve des cycles que l'on a connus. Hein. Je m'appelle Eric, j'ai une cravate, donc j'ai connu des cycles anciens. Et on retrouve à peu près les mêmes choses. Et avec ça, on sent qu'il y a il y a aussi quelque chose qui émerge de ce chaos et qui est passionnant. Parce que l'immobilier est touché, la finance est touchée, les CPI sont touchés. Comment gère-t-on les CPI qui est à la fois le combat court terme sur des taux de rendement que nous devons offrir et comment gérer sur le placement long terme qui doit effectivement s'apprécier dans la durée. Bon, on sent le passionné. Hein. On va y revenir notamment sur les critères ESG. Mais comme c'est de la faute de la finance, je vais passer la parole à Priscilla. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il n'y a plus de liquidité sur l'immobilier? Vous avez refermé le robinet ou ça se réouvre? Absolument pas. Alors, les banques sont toujours là. Et puis, dans les prêteurs, il n'y a pas que les banques, il y a aussi les fonds de dette. Et ils sont là aussi. Donc, le problème, c'est que ce n'est pas sur n'importe quoi. Mais pour revenir un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui pour les prêteurs en général, on va dire que je vais mettre de côté complètement tout ce qui est les financements aux utilisateurs, immobilier, utilisateurs d'exploitation, etc. Parce que là, il y a rien de change, en fait, quelque part. Les financements, ils avaient été mis en place en fonction de la capacité de l'utilisateur à payer le prêt. C'est un financement dit, entre guillemets, corporate sécurisé. Et donc, là, en fait, c'est business as usual. S'il n'y a pas plus de défaillances qu'il n'y avait avant, ça dépend vraiment du cycle économique en général. Et ce n'est pas nécessairement lié à l'immobilier lui-même. Donc, je mets celui-là à part. Pour se concentrer plutôt sur tout ce qui est le financement des professionnels de l'immobilier, donc on a à la fois les promoteurs, bon là vous savez que c'est compliqué pour eux, mais on va aller plutôt sur le financement des investisseurs à travers donc ou bien les SCPI ou bien les autres fonds OPCI ou autres qui sont détenus par le private equity immobilier ou les family office, etc. Alors, sur celui-là, évidemment, celui-là, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, vous savez, les prêteurs, ils sont comme les autres. Hein. Nous, on est en bout de chaîne, hein, donc on a financé. On a quand même financé... alors, ce qui est bien, c'est que les prêteurs français, ils ont quand même été... Alors, français, on veut dire en France, on va dire. On a bien appris la crise précédente, donc de 2007, 8, 9, où juste avant, c'était l'emballement et qu'on pouvait trouver des financements à des loan to value... 80-90%, ça posait aucun problème. Beaucoup de gens étaient capables de se financer à ces niveaux-là. Donc dès que le marché s'est retourné, évidemment, c'était la catastrophe. Et pour autant, c'était la catastrophe au niveau des prêteurs, des valorisations qui se détruisaient. Mais pour autant, il n'y a pas eu énormément de distress à l'époque. Parce que finalement, ça a été très momentané, hein, in fine. Et puis les cash flows, ils étaient là. Sur les actifs, donc tout le monde a fait un peu le dos rond. Et puis là, cette fois-ci, c'est un tout petit peu différent. Cette fois-ci, c'est qu'on a tous été, de manière générale, extrêmement prudents sur les valorisations et on était plutôt des loan to value entre 50 et 60%. Vous voyez, nous, sur notre portefeuille à la Banque Postale, globalement, on est à peu près à 50% de loan to value sur la base des valorisations du 31 décembre 23. Donc on est quand même plutôt bien. On a évidemment qu'il y a des problèmes. Il y a la marge. Voilà. Après, ça ne veut pas dire ça en moyenne. D'accord ? Donc sur 8 milliards, vous imaginez. Il y a des hauts et des bas sur certains, mais on va dire que globalement, on n'a pas énormément de problèmes. Mais au-delà de ça, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on va avoir un certain nombre d'actifs qu'on appelait des actifs, je parle sur le bureau en particulier, qui étaient les actifs core, que tout le monde voulait financer, que tout le monde voulait acheter. À une certaine époque, donc 17, 18, 19, qui étaient les actifs de bureau en première couronne, très bien loués à un locataire qui avait un très bon rating et qui était là pour 9 ans. Et puis là, maintenant, aujourd'hui, en fait, il se pose toutes ces questions de je réduis mes surfaces, je veux de la centralité, etc. Et je m'en vais. Et qu'est-ce qu'on fait de ces bureaux-là aujourd'hui et comment, où est-ce qu'on en est nous? Et en fait, nous, on est vraiment là-dessus aujourd'hui au niveau des prêteurs. C'est qu'on a tout ce stock à gérer. Donc, ça nous prend énormément de temps de gérer les sujets de bris de ratio, etc. Et comment on arrive à accompagner les clients. Et puis, dans certains cas, il n'y a plus de solution. C'est plutôt, vous savez, c'est pas la plupart des temps, ce ne sont pas les prêteurs qui tirent le tapis, hein. C'est plutôt l'investisseur qui dit je ne veux plus payer la vacance, je n'ai plus rien, je ne veux plus aller chercher de l'equity. Et donc, c'est moi qui rends les clés. Il faut quand même rendre les choses César à César.
Ben, on les prend parce que quand on n'a pas le choix de les prendre, on les prend, mais c'est ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'en fait, l'actif, il est mis en vente, tout simplement, parce que qu'est-ce qu'une banque a à faire à récupérer un actif? On ne sait pas faire, et ça nous coûte très, très cher en fonds propres d'être détenteur de l'actif. On n'a aucun intérêt à l'être. Donc, dans certains cas, certaines banques sont équipées pour avoir des systèmes de portage, mais la plupart ne le sont pas. Donc ça, c'est quand même une partie où est-ce qu'on en est le marché aujourd'hui, c'est qu'on a ce stock à gérer. Et puis alors après, il y a de la liquidité aujourd'hui. Les banques continuent à prêter, les prêteurs fonds de dette sont là aussi pour les nouvelles opérations. Certes, il n'y en a pas beaucoup, les volumes se sont quand même bien écroulés, mais celui qui cherche un financement, que ce soit du core ou du value-add bien placé, il trouve. À quel taux ? Et à quel taux? Et les marges baissent, ce qui est complètement ahurissant, objectivement, mais les marges ne sont... Voilà, on est... un value-add, ça se finance à Euribor plus entre 300 et 400 selon où c'est, et selon qui est l'investisseur, et puis le degré de loan-to-value qui arrive, et puis le Trésor, ça se finance entre 160 et 200, quoi. Et quand même, il y a un durcissement des conditions de financement aujourd'hui. Oui. Alors là, par contre, on apprend de la crise. À chaque fois, on apprend un petit peu. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Il va y avoir un durcissement sur les covenants, parce qu'on va vouloir plus monitorer le covenant. Ce sont les ratios financiers, essentiellement le loan-to-value et ce qu'on appelle l'ICR, donc le ratio de couverture des intérêts par le cash flow généré par l'actif. Les intérêts et du capital quand les opérations sont amortissables, très rarement sur ce genre de métier. Et en fait, donc on va les surveiller, on va les mettre à des niveaux beaucoup plus serrés, d'une part, et surtout, ce qu'on va mettre en place, qu'on avait un peu oublié, parce qu'on était tellement large sur les covenants qu'on s'en moque un peu, c'est qu'on remet en place ce qu'on appelle des soft covenants, c'est-à-dire que normalement, un covenant, un LTV, quand on fait un financement initial à 50%, on met le covenant à 60%, quoi. Et donc, si le financement, si à un moment donné, la valeur fait qu'on est au-dessus de 60%, on demande un remboursement anticipé à hauteur du niveau qui permet de revenir à 60%. Ce qu'on va faire là aujourd'hui, c'est qu'on va peut-être se mettre à 55% en soft covenant, et on va dire, à partir du moment où la valeur va arriver à 55%, eh bien là, le cash flow généré par l'actif, il ne va pas continuer à partir en dividende, il va rester dans la structure. De façon à ce que, on va attendre un petit peu, bien sûr, on va donner 6 mois, 12 mois, et si dans 6 mois, 12 mois, le covenant, en fait, il est touché, et bien à ce moment-là, on va utiliser ce cash flow pour pouvoir rembourser partiellement la dette et revenir petit à petit à des niveaux de dette beaucoup plus acceptables et soutenables par le cash flow de l'actif. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qu'on ne faisait pas ou peu, et on s'aperçoit qu'une fois que les valeurs elles baissent de manière assez violente tous les semestres, il n'y a personne qui ramène de l'equity, de la nouvelle equity. Donc c'est bien le problème en fait. Et donc on se retrouve à, finalement, ce sont les prêteurs se transforment en investisseurs, et c'est pas normal, c'est pas notre rôle. D'accord, très clair. Ça veut dire que sur la pile de dossiers aujourd'hui, si maigre soit-elle, ça quand même écarte beaucoup d'investisseurs et beaucoup de dossiers, cette politique prudentielle? Ça en écarte beaucoup en termes de localisation essentiellement et de type de financement qui est demandé. On raisonne tous de la même manière aujourd'hui au niveau des prêteurs, et donc globalement il n'y a pas vraiment de si l'investisseur il est d'accord il veut se faire financer, il va vraiment falloir qu'il accepte ces conditions-là aujourd'hui de structuration. Donc il y a cette structuration-là aussi à changer. Donc c'est les covenants. C'est tous les critères ESG, donc c'est indispensable aujourd'hui pour tout ce qui est new money, ça on n'y coupe pas, et on va y revenir tout à l'heure. Et le troisième point, ça va être aussi, quelquefois on va être un peu plus dur en termes de structuration juridique, c'est que dans certains cas, vous savez que quand on fait un financement immobilier, on demande l'hypothèque, on demande la plupart du temps qu'on est sur une société ad hoc, le nantissement des titres. Eh bien aujourd'hui, vous savez que pour exercer tout ça, c'est extrêmement compliqué, les sociétés se mettent en sauvegarde, etc. Donc en fait, les banquiers ne récupèrent rien, il faut attendre des années avant que ça marche. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de plus en plus de fiducie. Donc ça, c'est très clair. Ça va être, on va de plus en plus faire de la fiducie. Et la fiducie, c'est quoi? C'est qu'on dessaisit dès le départ l'actif. Il va être mis chez un fiduciaire.
et qui est beaucoup plus facile à exercer pour nous si jamais il y a un pépin à un moment donné. Et qu'est-ce qu'on va faire là? Le but, c'est pas qu'on saisisse l'actif une fois de plus. On n'a pas du tout envie. Ce qu'on veut faire, c'est avoir notre mot à dire le plus vite possible. Pour dire, écoutez, là, il va peut-être falloir faire des capex, il va peut-être falloir faire ceci, faire cela. Et c'est ça qu'on va chercher à faire. Bon, c'est ceinture bretelle quand même. Hein. Toujours. Ok. Ça n'a jamais changé. Hein. Très clair. Pierre Dorel, comment se portent les property managers? Vous faites engueuler là, en ce moment ou pas? Je dirais pas plus, pas moins qu'avant. Comme le disait Astrid, c'est un métier passionnant, exigeant et pas toujours valorisant. Ce qui est positif pour nous, c'est que contrairement à cette crise que tout le monde traverse et que nos clients traversent, le monde du PM se porte plutôt bien. Parce que je résumerai de manière assez simple, c'est aujourd'hui il y a moins d'acquisitions, il y a plus de gestion. Nos clients qui étaient investisseurs comme Eric ou comme Astrid, très tournés vers l'investissement, vers des nouveaux produits, vers du développement, aujourd'hui dans le contexte que vous avez tous très bien décrit, sont freinés dans cette ambition. Et donc on se retourne vers quoi? On se retourne vers les actifs, le réel. Et quand on se retourne vers les actifs, on se retourne vers son PM, et donc le rôle du PM prend une place prépondérante parce qu'il faut qu'il soit bien géré. Je pense qu'Astrid a beaucoup parlé d'attractivité. On est tous là-dedans, c'est-à-dire que soit du côté des utilisateurs, des investisseurs, on cherche le produit qui va répondre aux besoins du moment. Et nous, le PM, on est à la croisée des chemins entre ces investisseurs, ces utilisateurs, les clients finaux. Moi, je viens du commerce. On parlait des consommateurs dans les centres commerciaux. Et pour rendre cette attractivité la plus performante, aujourd'hui, la gestion est clé. C'est-à-dire comment je fais pour monitorer une bonne gestion, comment je fais pour que le parcours client de mon collaborateur soit sans faille. Je ne crois pas qu'on crie à 32 secondes, mais c'est vrai qu'on a souvent des sujets sur les ascenseurs, parfois avec Otis. On va les avoir comme partenaires la prochaine fois. Exactement. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que l'activité pour le PM, elle se porte bien de ce point de vue-là. En revanche, on a des clients qui, peut-être, avaient perdu un peu d'exigence et qui, aujourd'hui, se retournent vers nous avec beaucoup plus d'exigence. Mais ça, c'est sain. C'est une période particulière qui nécessite de la transformation. Alors la transformation, on a beaucoup parlé de data. Effectivement, on a besoin de données fiables pour opérer cette transformation. La période que traverse le PM, c'est une formidable opportunité d'accélérer cette transformation du métier qui va se tourner vers plus de maîtrise de la donnée, plus de pilotage de la donnée et à la fin, sur ce qui compte. Et ce qui compte, c'est quoi? C'est la satisfaction de l'occupant. Donc on met en place des indicateurs pour monitorer avec nos clients la satisfaction de leurs occupants parce qu'à la fin, comme le rappelait Sabine, les bureaux, c'est fait pour être utilisés. Ça doit être un élément clé dans la stratégie immobilière et RH des entreprises. Et donc, on monitore cette satisfaction en direct au travers de questionnaires ou au travers d'indicateurs qu'on collecte avec des partenaires PropTech sur les délais de traitement, les délais d'intervention, les taux de résolution. Tout ça est suivi de près. La valeur absolue n'a pas d'importance. En revanche, ce qu'on cherche, c'est à s'améliorer en permanence pour faire en sorte que cette attractivité qui est souvent subjective, elle devienne la plus objective possible et qu'on puisse partager ensemble sur ce qui va pas et améliorer. Ça, c'est un élément clé. L'attractivité, ça passe aussi, on en a beaucoup parlé, par les critères ESG. Mon ressenti, c'est qu'aujourd'hui, à prix égal, on n'a pas encore une différenciation forte d'un actif à l'autre sur les critères ESG. Enfin, à prix égal, on a une forte différenciation. En revanche, quand l'ESG coûte plus cher, ce n'est pas suffisant pour compenser l'attractivité que ça apporte. Néanmoins, la tendance est forte. Nos clients, qu'ils soient utilisateurs ou qu'ils soient propriétaires, ont besoin de données sur l'ESG, ont besoin de plans d'action. On a beaucoup parlé de plans d'action pour avancer. Là encore, le PM a un rôle clé parce qu'il est à la croisée des chemins. Quand on fait un comité vert, on réunit un bailleur, on réunit un locataire et c'est des gens qui ont un intérêt commun à faire ce que l'actif soit plus performant. Jusqu'à présent, ça existait peu. On travaillait chacun dans nos coins et donc nous, on a ce rôle d'animateur.
l'autre impact fort du PM dans le monde de l'ESG, c'est la transformation des actifs. Or, comme le disait Eric, aujourd'hui, il y a un effet de ciseau entre un besoin d'être attractif vis-à-vis des épargnants et de continuer à distribuer, mais aussi un besoin de CAPEX dans une période de collecte un peu moindre pour transformer ces actifs et construire la ville de demain sur la ville d'aujourd'hui, comme le disait Astrid. Et nous, dans ce contexte-là, en s'appuyant beaucoup sur de la techno, et NPM a investi récemment dans une plateforme de pilotage énergétique, et j'en suis très fier, pour accompagner ses clients, avant d'investir, il y a bien géré. Et donc, comment on fait pour mieux monitorer les usages, comment on fait pour faire en sorte de faire accepter une température à 19 dans les bureaux, et l'expliquer, et de la pédagogie. Et tout ça permet déjà de gagner 25% de consommation d'énergie. Et ça permet de se mettre dans la trajectoire du décret tertiaire qui nous est cher à tous et passer la crise, parce que je suis comme Eric, je pense qu'on est arrivé à un point bas, et donc repousser ou décaler ou mieux préparer les investissements de transformation qui pourront être opérés quand le financement reviendra demain. On va y revenir un petit peu sur tous ces critères ESG. Je voudrais quand même passer la parole à Hélène. J'ai entendu ESG à peu près dans la bouche de tout le monde. Donc moi, je pensais que la crise financière, économique, immobilière avait fait oublier la crise environnementale et climatique dans laquelle on est. A priori, non. Ou qu'en est-il vraiment sur le terrain? Alors, ça dépend. Ah. Ça dépend où on se trouve. Là, on parle de la France. En Europe, l'ESG, clairement, il est toujours là et il est partout et de plus en plus. Et il est partout parce que, poussé par la régulation, là c'est évident, on peut, même si on ne veut pas en parler, on est bien obligé, et poussé par les investisseurs finaux qui finalement demandent tous quand même un rapport ESG parce que c'est comme ça maintenant. En revanche, si on va en Amérique du Nord et surtout aux États-Unis, c'est complètement différent, mais c'est vraiment une planète différente. Alors moi, mon rôle, il est global, donc je travaille autant avec des Américains que des Asiatiques ou des Européens. Et aux États-Unis, on n'arrive quasiment plus à parler à nos clients de ESG. Alors déjà, ils ont tous renommé. Donc déjà, maintenant, c'est Sustainability. Donc littéralement, au sens propre, ils renomment leur service parce que ESG, ça a tellement mauvaise presse qu'on n'a plus le droit d'en parler. Et alors, aux États-Unis en particulier, d'abord, il n'y a pas de régulation. Aucune. Il y en a un peu dans certains États, mais elle n'est pas au niveau fédéral, elle est au niveau des États. Et quand elle commence, c'est quand même très balbutiant. Et les investisseurs, le push qu'il y a en Europe des investisseurs, il n'est pas le même aux États-Unis parce que maintenant, on a très clairement ce mouvement anti-woke, vous savez, qui a été créé par Trump, mais qui vraiment, ça se voit. Et il n'y a plus tellement de demandes, même de la part des investisseurs. Je pense que ça arrange tout le monde parce que l'ESG, ça coûte très cher à mettre en place, c'est compliqué. Et ne pas avoir à le faire, ça arrange en fait les gens. Donc, bien sûr, il y a des investisseurs globaux qui investissent en Amérique du Nord. Et ceux-là, toujours, ils demandent un peu. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Mais vraiment, c'est très difficile de parler ESG ou climat avec nos clients américains. Au Canada, c'est différent. Au Canada, c'est quand même beaucoup plus ouvert, c'est quand même plus comme en Europe. Mais aux États-Unis, ça a disparu. Alors, bien sûr, il y a les élections qui arrivent, ça peut changer extrêmement rapidement. Je pense que très vite, va bien sûr dépendre de qui va être élu, mais on pourrait, si Kamala Harris est élue, je pense que très vite, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus européen. Mais pour l'instant, ça a disparu du radar. En Asie, juste pour faire court, mais en Asie, c'est très difficile de parler d'Asie parce que c'est très, 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 très hétéroclite. En Australie, dans des pays comme Singapour, là, on parle toujours de ESG et même ils le font très bien. Il y a d'autres parties de l'Asie où c'est pas du tout sur leur agenda. Les vents d'Ouest étant dominants, il y a quand même un risque de contamination de ce qui se passe aux États-Unis, en Europe. Je crois vraiment pas. Enfin, peut-être que je suis trop optimiste, mais je crois vraiment pas parce que je crois qu'en Europe c'est acté. Enfin, vous voyez bien, tout le monde en parle à tous les niveaux, les investisseurs, les propriétaires, les locataires. Donc vraiment, je pense pas que ce sera bon, à moins que la crise dure beaucoup plus longtemps que prévu et que ce soit un bain de sang et qu'il faut vraiment qu'on se refocalise sur juste faire simplement du rendement. Mais je crois pas. Non, je pense. Enfin, moi, je suis optimiste. Je pense qu'en Europe, ça va rester. Il faut être optimiste. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on passe un tout petit peu maintenant la focale sur les besoins des utilisateurs, des investisseurs, sur
et puis aussi des banquiers, sur un maillon essentiel de l'immobilier. Je veux parler du bureau. Sabine, je voudrais juste savoir, est-ce que les collaborateurs d'AXA reviennent, de gré ou de force, au bureau? S'ils reviennent, pourquoi faire? Et quels sont les services que vous leur proposez quand ils reviennent? Est-ce que ça a changé? Vous m'avez dit tout à l'heure qu'à partir de 2016, vous aviez commencé à changer votre logiciel sur l'utilisation et l'occupation des bureaux. Qu'en est-il aujourd'hui en 2024? Alors oui, ils viennent, hein, il n'y a pas de difficulté avec ça, même si évidemment le télétravail s'est invité de façon assez massive, mais ils viennent et reviennent au bureau, déjà parce qu'ils y trouvent un environnement de travail peut-être plus confortable. Il y a 2 écrans, chaises, tables, on va commencer à remplir ça, et puis aussi parce que les collaborateurs ont foncièrement besoin, comme vous et moi, de liens sociaux. On est content de se voir, on est content de boire un café ensemble, on est content de collaborer ensemble et peut-être de façon beaucoup plus efficace quand on est ensemble que quand on est chez soi à travers Teams. Alors, ils viennent aussi parce que on met à disposition, enfin, on fait très attention à un certain nombre de services qu'on propose. Et là, je rejoins vraiment ce que disait Pierre et ce que disait aussi Astrid au démarrage, la notion de localisation des immeubles avec des dessertes, transports en commun, qui vont avoir des locaux pour permettre de mettre son vélo, sa trottinette, de les recharger. Il faut aussi des déprises, etc. etc. Ça, ce sont des choses qui sont vraiment de base, mais on est en train de le faire et c'est extrêmement important de pouvoir apporter ces solutions de façon importante. Ce sur quoi on fait aussi extrêmement attention, c'est tout ce qui est restauration. Une offre de restauration très vaste, avec des produits de qualité et avec plusieurs typologies de restauration qui font que les gens, ils viennent, un jour ils mangent à tel endroit et un jour ils vont plutôt à tel autre. Ça c'est très franco-français, on est d'accord. Et c'est franco-français, certes, mais on s'aperçoit que chez AXA France, même si on est plutôt français, on a aussi beaucoup de collaborateurs qui viennent d'autres pays et ce sont des usages qu'ils trouvent sympathiques. Voilà, parce que ça permet d'aller... Je n'ai pas dit qu'on avait tort, hein. C'est moi qui travaille avec quelques Anglais, je ne comprends pas la manière de fonctionner le midi, mais bref. Mais c'est vrai que ça permet d'aller un peu plus loin. On sort d'une réunion de travail en fin de matinée et on va du coup déjeuner ensemble. Et ça permet de poursuivre un petit peu la partie échange, mais dans un autre, dans un autre cadre. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de faire en sorte qu'on apporte des solutions qui vont simplifier la vie des gens, des collaborateurs, que ce soit sur le site, donc on a des kiosques, IT, assistance logistique, mais on a aussi des conciergeries qu'on propose de façon importante et qui aident, alors là, le quotidien des gens, vous avez un passeport à faire, je sais pas, une médaille du travail à aller chercher, ce sont des choses qui, sur un plan administratif, demandent un certain nombre de démarches qu'on n'aime pas trop faire. Eh bien, ça, c'est un truc qui marche vraiment très bien. C'est-à-dire qu'on propose des tips en plus, pour que les gens soient satisfaits. C'est plus du bureau, ça, c'est de l'hôtellerie, c'est de l'hospitality. C'est exactement ça. C'est du work-hospitality. On va aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on a bien les codes de la partie hôtellerie. On a un concierge, en fait. C'est vraiment ça. Et on va, du coup, aider le quotidien des gens pour qu'ils puissent eux-mêmes se concentrer sur leur fond de travail, quoi. Et qu'ils ne soient pas pollués par tout un tas de trucs. Je sais pas, j'ai un truc à faire, il faut que j'aille au bureau administratif qui ferme à 17h, ou ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment un vrai plus, et ça aide à avancer. Et si je ramène ça au mètre carré, qui reste une unité de mesure assez pertinente en immobilier, comment ça se traduit? Vous avez rendu des mètres carrés aujourd'hui? Vous avez rationalisé votre parc tertiaire d'occupation? Alors, on a commencé évidemment à le rationaliser donc bien avant 2020, effectivement. Mais en fait, c'est pas tant ça qu'on va voir. On va travailler le nombre de mètres carrés. On va faire évidemment moins, mais mieux de mètres carrés. Et ce mieux de mètres carrés, on va aller chercher des immeubles. Alors, soit on va upgrader des immeubles pour leur permettre d'avoir plus de qualité technique comme la CTA, la partie clim, etc.,
qui vont nous permettre de créer beaucoup plus d'espaces collaboratifs, qui sont gourmands de cela. Et donc, on va effectivement aller chercher des mètres carrés qui apportent plus, qui sont mieux isolés sur un plan acoustique, qui sont techniquement mieux, ou qui vont aussi faire la part belle à des qualités esthétiques qui vont sortir un peu des codes corporate. Donc, on est vraiment dans cette approche. Pierre, côté utilisateur comme investisseur, vous voyez aussi ces mutations en œuvre sur le bureau ? Oui, alors Nexity PM a la chance de travailler avec beaucoup de grands utilisateurs depuis de nombreuses années. La préoccupation de Sabine, elle est très partagée, c'est-à-dire qu'ils sont tous dans des schémas directeurs immobiliers où il y a une recherche de rationalisation des mètres carrés. Depuis la crise du Covid, cette recherche de rationalisation, ce n'est pas juste une dynamique de recherche de coûts, c'est aussi le mieux, comme disait Sabine. C'est comment je réinvestis ce que j'économise d'un côté en prenant moins à bail dans la qualité d'accueil pour amener de l'attractivité à mes collaborateurs. Donc ça, c'est une tendance de fond. Ça sert aussi à compenser l'augmentation forte liée à l'inflation qu'on a eue sur les coûts d'occupation. C'est-à-dire que moi, j'ai des clients qui me disent on arrive un peu au bout de la rationalisation du flex office, mais on continue quand même parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on compense de l'inflation. Donc, c'est une. Ça veut dire que le mieux, on ne le paye pas plus cher. Le mieux, on le paye un peu plus cher, mais on essaye aussi de lutter contre l'inflation. C'est un arbitrage. Après, on met la balance plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a cette préoccupation. C'est ce que je ressens de mes clients directeurs immobiliers aujourd'hui, qui ont une vraie attente de leur direction des ressources humaines. La partie immobilière est au cœur de la stratégie RH des entreprises et même de la stratégie tout court de l'entreprise. C'est quoi le collectif ? Comment on anime ce collectif ? Et les bureaux sont un vecteur d'animation et de cohésion. Et donc, pour le monde du PM que je représente, ça se traduit par des clients qui sont beaucoup plus en attente en matière de services, soit avec des nouvelles fonctions. On a innové en vendant une mission qu'on appelle, nous, Experience Manager ou Hospitality Manager à notre client, la Société Générale, depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi. Donc, tous les sièges de la Société Générale dans les Tours à la Défense de l'Ouest parisien ont un Hospitality Manager. Donc, c'est une nouvelle mission. Il est en relation avec les occupants. Il veille à ce que les occupants aient une réponse à leurs interrogations, à leurs problématiques du quotidien, de l'animation, organiser des événements et puis mettre en place des services de conciergerie pour faire en sorte que venir au bureau soit un plaisir. Et là, vous passez de property manager à community manager, en fait. C'est un peu ça. Et y a, ça paye mieux ? Ça paye pas forcément mieux, mais ça paye toujours un petit peu plus. C'est incrémental. Non, en fait, ce que je vois, moi, arriver, c'est une convergence. C'est-à-dire que le métier du PM, jusqu'à présent, c'était un métier très technique, où on s'adressait aux bâtiments. Mes gestionnaires techniques, ils allaient voir des bâtiments, ils faisaient des rapports de visite, un peu comme monsieur de Socotec, pas toujours lu, souvent archivé, et puis qu'on ressort dans les mauvais moments. Aujourd'hui, on leur demande d'être plus au contact du client utilisateur, c'est-à-dire de parler avant tout à l'utilisateur. Parce que finalement, l'utilisateur, il a beaucoup à nous apprendre sur le bâtiment, sur son fonctionnement. Et nous, on a beaucoup à gagner, à mieux communiquer avec lui, parce qu'on est sur de l'immobilier, on est sur des sujets complexes. Astrid le rappelait en introduction, avec des copros, des parties communes, des parties privatives. Nous, PM, on s'en régale. L'utilisateur lambda, c'est un peu abscon et on ne comprend pas pourquoi un truc simple n'est pas traité tout de suite. Oui. Donc la communication, c'est clé. Et on a une vraie fusion des profils. C'est-à-dire que de plus en plus, sur des missions de pilotage FM qu'on peut faire pour la Poste Immobilier, on va avoir des profils qui sont de moins en moins techniques et de plus en plus dans la communication. Et là, on a les outils, on parlait de l'IA tout à l'heure, qui peuvent nous aider. Ça peut être un vrai support. Parce qu'un technicien, ce qu'on lui demande, c'est avant tout d'être maîtrise dans la technique, pas forcément d'être prix Nobel de littérature. Mais quand il écrit, quand il répond à un client, s'il y a une petite IA qui lui met le texte en forme de manière simple et sans faute d'orthographe, on y gagne tous. Ouais, ça peut être sympa, ça accélère. Il n'y a pas que pour les techniciens, j'ai les mêmes à la maison.
Eric, quelles sont un peu les réponses des investisseurs face à l'évolution de ces usages des utilisateurs? Est-ce que finalement le métier d'investisseur n'est pas en train un peu de changer et que vous devenez finalement un fournisseur de services immobiliers presque plus que simplement un détenteur d'un immeuble ou d'un actif? Oui, ça, enfin, je pense que c'est une révolution qui a commencé, qui est pas près de s'éteindre. C'est que nous, notre principale préoccupation, c'est qu'on a deux types de clients. On a nos investisseurs et on a nos locataires. Donc, c'est délivrer une performance. Dans le micro. Délivrer une performance à nos investisseurs financière et donc travailler le sous-jacent immobilier. Et le sous-jacent immobilier, c'est également la relation locataire qui est prépondérante, et puis également, notamment, comment rendre un immeuble beaucoup plus vertueux, beaucoup plus sobre, et comment l'intégrer également dans son environnement urbain. Donc ça, ce sont les sujets que nous avons. Si je veux revenir au bureau, à un moment, le bureau, c'est quand même la classe d'actifs immobiliers la plus profonde et la plus rentable. Et ça, on peut tourner le problème dans tous les sens. Ça va continuer à se développer. Quand vous voulez diversifier, c'est ce que nous faisons également, vous arrivez dans des classes d'actifs alternatifs où des marchés sont tout petits. Donc la diversification, elle a ses limites. Et en plus de ça, avec un immobilier résidentiel que j'aimerais bien avoir moi un peu plus financiarisé pour qu'il soit un peu plus efficient et qu'il ne fonctionne pas de manière efficiente, notamment pour les investisseurs et les épargnants. Donc nos choix sont assez limités. Là aussi, les cycles, à chaque cycle immobilier, le bureau doit se retransformer. Et que dans la transformation, il y a des actifs qui s'en sortent, des immeubles qui s'en sortent, et des actifs qui deviennent obsolètes. C'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau. Donc c'est aussi la formidable créativité de l'immobilier d'entreprise qui se réinvente. Maintenant, la seule donnée qui, pour moi, est réaliste et à prendre en compte, et là, on est au mètre carré, c'est-à-dire qu'en France, on a quoi? On a 55 millions de mètres carrés de bureaux, à peu près. C'est qu'on est arrivé... En Ile-de-France. On est arrivé au top. Puisque, au fond, la tertiarisation de l'économie française, elle est finie. Donc, on a surfé sur une vague pendant très longtemps, sur la tertiarisation, la création de bureaux. Là aussi, les investisseurs ont voulu du bureau parce que le résidentiel était compliqué. Et donc, on a effectivement alimenté ces classes d'actifs. Maintenant, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de création de mètres carrés supplémentaires. C'est-à-dire que l'immobilier du bureau doit se transformer. Et voilà. Et donc, moi, je crois fermement à l'immobilier de bureau. D'ailleurs, on est en train de créer, on a lancé un nouveau produit qui est justement comment acheter des bureaux en bas de cycle, les retransformer et les revendre après. Donc un produit value-add qui sera donc destiné à une clientèle d'épargnants et de family office. Donc ça veut dire que voilà, donc on croit au bureau et à sa reconversion et qu'il y aura des possibilités, des gisements de création de valeur là-dessus. Pour l'usage du bureau, la mort du bureau, blablabla, blablabla. Rappelez quand même que le télétravail, ça vient des États-Unis. Qu'est-ce qui a lancé l'idée du télétravail? C'est les sociétés technologiques américaines. Et pourquoi elles ont lancé ça? Parce qu'elles ont des outils technologiques à vendre aux entreprises. Je veux dire, vous êtes bien placés ici pour savoir qu'effectivement, on s'est tous équipés de nouveaux outils technologiques qui étaient fournis justement par ces entreprises américaines. Qu'est-ce qu'elles font maintenant? Hélène veut réagir. Avec le micro. Alors, Amazon vient de rappeler ses employés 5 jours par semaine. 5 jours par semaine, c'est pas 3, c'est pas 4, c'est 5 jours. Ouais, enfin, ça s'appelle une punition, quoi. C'est Hein? un plan social déguisé, ça. C'est comme... Alors, on est dans le pragmatisme américain. On le voit au niveau ESG. Et ESG en Europe, c'est compliqué hein, d'aller vendre de l'ESG à des épargnants qui disent « Attendez, moi, c'est la performance financière d'abord. Oui. » Hein. Donc ouais. ça, c'est les limites. Donc on a aussi donc voilà, donc de ce sujet du pragmatisme américain qui revient. Et évidemment, on va faire revenir au bureau. S'il a fait d'augmenter abaisser son taux de 50 points de base, c'est parce qu'il croit à une récession américaine. C'est-à-dire que la job machine marche beaucoup moins bien. Qu'est-ce qui va se passer, vous, les entreprises américaines? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Maintenant, revenez au bureau parce que vous allez être plus efficace au bureau. Donc je pense qu'on aura également ce sujet-là qui va arriver aussi en Europe. Et donc, pour moi, le bureau n'est pas mort et reste un secteur d'investissement qui est incontournable. Priscilla, ça se finance encore, le bureau?
Bien sûr, et c'est toujours pareil, ça dépend où, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit loué. Donc, on va financer à l'endroit où il y aura des gens qui voudront aller travailler et où les sociétés, grands utilisateurs ou petits utilisateurs, quels qu'ils soient, voudront aller. Donc ça se finance en Paris QCA? Donc, Paris QCA, ça se finance sans aucun problème, même pas seulement QCA, hein, Paris, on va dire d'une manière générale. Tout ce qu'il y a autour de Paris, on va dire qu'aujourd'hui, ben voilà, Saint-Denis, c'est très compliqué, Saint-Ouen, c'est moyen, Clichy, c'est moyen, le Valois, ça va à peu près, je suis sourd, hein, d'accord, voilà. Alors, la Défense, ceux qui ne sont pas trop exposés, ils peuvent encore en prendre un petit peu d'exposition. Et puis, il y a quand même quelques petits sujets à la Défense, donc évidemment, c'est compliqué pour un comité de crédit d'en remettre. Mais on va dire que quelque part, ça dépend des prix. Donc, ça se finance, la Défense. Péridéfense, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est plus pour une question il n'y a pas de location, voilà, tout simplement. Donc, c'est pas parce qu'on n'aime pas les actifs, pas parce qu'on n'aime pas les localisations. C'est qu'aujourd'hui, ça fonctionne pas. Ce marché est quand même vraiment déprimé. On continue à descendre, ça marche toujours bien. Sur Boulogne, ici, ça marche toujours bien. Dès qu'on va un peu plus loin, Saint-Quentin, tout ça, on oublie. Montigny, tout ça, on oublie. Saclay. Voilà. Saclay, bah oui, pour du life science, ça marche très bien. Il n'y a personne de Saclay ce matin. Parce que... non, mais voilà, ça dépend toujours pour qui, hein, et le type d'actif. Au-delà du bureau, est-ce que aujourd'hui les établissements prêteurs sont prêts à financer les immeubles à transformer? Oui, bien sûr. Transformer en quelque chose, pas forcément en logement, pas forcément aussi en hôtel, parce que c'était quand même la sortie la plus rapide et la plus pratique. Ou en résidence étudiante, c'est un truc à la mode. Plein d'étudiants. Toutes les semaines, hein, on en reçoit toutes les semaines une nouvelle. Oui. Alors, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on est tous conscients qu'il faut... c'est pas la peine d'aller créer des nouveaux mètres carrés. On a en plus la ZAN, donc on n'est pas très enclin au niveau de la plupart des banques ou des prêteurs à aller financer du greenfield. On préfère financer du brownfield, donc en fait de la transformation. La question, c'est que la transformation, ça veut dire la plupart du temps, sont des immeubles qui sont vides. Et donc, nous, ça nous coûte très cher, en fait, en fonds propres à allouer à cette opération. Donc, le problème, c'est qu'on n'a pas, nous non plus, même que les investisseurs, ils n'ont pas une equity débordante, nous non plus, on n'a pas des capitaux propres débordants au niveau des prêteurs. Et donc, tout ça, ça va être une question d'équilibre. Et moi, j'essaie de faire en sorte de faire le maximum possible pour allouer notre exposition immobilière, nos allocations de fonds propres à l'immobilier, à de la transformation. Donc, ça veut dire moins de dossiers, parce que ça nous coûte beaucoup plus cher en fonds propres de financer la transformation que de financer un actif qui est loué. Ça rapporte plus ou pas? Eh bien, en fait, in fine, pas nécessairement. Ah. Voilà, parce qu'on a tellement de fonds propres. On met 3 fois plus de fonds propres, hein, c'est simple. On met 3 fois plus de fonds propres en face, mais c'est pas 3 fois plus cher. Je vous ai pris tout à l'heure, c'est pas 3 fois plus cher. Mais dans le S, un petit peu aussi que les prêteurs ont dans leurs objectifs, on est aussi là pour accompagner la transformation de la société et puis sur le secteur immobilier, transformation des logements. Enfin, c'est un peu notre raison d'être à un moment donné. Hein. Je voudrais que sur cette dernière séquence de table ronde, on puisse arriver justement sur l'ESG et sur les enjeux environnementaux. Juste dans cette conjoncture, là, comment ils sont appréhendés les enjeux environnementaux et tout particulièrement les questions climatiques, Hélène. Je reste en Europe, hein. On oublie nos amis américains, là, ça y est, on leur a taillé un short, c'est bon. Aujourd'hui, comment on lit un peu la trajectoire verte avec la performance des actifs et Eric en parlait, ce que demande avant tout l'épargnant, c'est de la performance? Alors, il y a 2 problématiques. En climat, il y a le risque physique et le risque de transition. Donc là, on a beaucoup parlé de risque en fait, de transition, c'est-à-dire comment on va baisser les émissions carbone des immeubles et comment on va le financer. Il y a l'autre grande thématique de risque climatique qui est le risque lié à l'aggravation des intempéries et l'exposition des immeubles. Alors ça, c'est très important, il faut le mesurer. Et la réglementation y accorde beaucoup de place. Pour un investisseur ou un asset manager, le problème, c'est qu'elle peut le mesurer, elle peut le rapporter, mais elle ne peut pas faire quand même grand-chose pour ça. Si on a un immeuble qui est à fort risque d'inondation côtière, bon, à part le vendre, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est très important de le mesurer, de pouvoir anticiper, mais en termes d'action, c'est quand même assez limité, à part le vendre, mais alors à qui déjà? Parce que le problème va être le problème.
le débat avec les sociétés d'assurance quand même. Parce qu'il faut de plus en plus, je pense qu'il y a des grandes discussions à avoir avec les sociétés d'assurance pour savoir quels immeubles vont être encore assurables, à quel prix. Donc ça va. Et alors, pour parler de l'impact sur la valeur, ça, pour le coup, pour très peu d'immeubles, mais ça va avoir un impact sur la valeur absolument drastique et extrêmement rapide. C'est-à-dire que les immeubles qui sont plus assurables, ils ne vont plus valoir rien du tout. Ils n'ont plus de valeur. Alors, vous ne voulez pas qu'on parle des États-Unis, mais aux États-Unis, c'est quand même la seule chose qui leur fait peur. C'est-à-dire qu'en Floride et dans certaines parties, il y a réellement des immeubles qui, littéralement, sont en train de ne plus être assurables. Donc, ceux-là, ils vont aller à zéro. Et c'est un peu vrai en France. Bon, ça va prendre un peu moins de temps, mais... Donc ça, c'est le risque physique. Le risque de transition, c'est plus compliqué parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais du coup, c'est beaucoup plus de travail. C'est comment on va baisser les émissions et comment on va le financer. Comment ça se mesure. C'est pas facile de mesurer les consommations d'énergie ou les émissions. Actuellement, on fait tout par mètre carré. C'est facile. Les émissions par mètre carré, les consommations d'énergie par mètre carré. Je parlais avec l'un de mes clients de manière anecdotique l'autre jour. Il me disait, oui, mais moi, j'ai perdu d'avance. Mon locataire, c'est la BBC. Ils sont pleins de technologies et ils émettent 24 heures par jour. Donc, c'est vrai qu'en termes d'émissions, même si leur building, il est formidable, il est isolé et tout ça, forcément, ils consomment une énergie pas possible. D'un côté climatique, avoir un immeuble qui sert 24 heures sur 24, c'est bien. C'est bien. Plus on fait marcher, mieux c'est. Et alors que sur le papier, cet immeuble, il y a une empreinte carbone qui doit être très mauvaise. Donc, on n'a pas encore trouvé toutes les bonnes métriques pour vraiment... il faudrait quoi? Il faudrait des données sur l'intensité d'usage d'un immeuble? Oui. Alors, non seulement il faut des données par mètre carré d'énergie et d'émissions, même ça, c'est pas très facile, mais on commence à y arriver. Ensuite, il faut recouper ça avec le taux d'occupation. Tout le monde sait qu'il faut le faire, c'est pas si facile à faire que ça, mais il y a aussi le taux d'intensité d'occupation. Donc, est-ce que c'est par personne ou même par heure, parce qu'après tout, un immeuble qui sort 8 heures par jour, 12 heures ou 24 heures, c'est pas du tout pareil. Alors là, pour les property managers, moi, j'ai pas la réponse, mais ça peut pas être facile. Comment on fait? Ça veut dire qu'on peut mettre aussi potentiellement un loyer en fonction de l'intensité d'usage, selon que vous louez à la sécurité sociale ou à une tech? Alors ça, on ne l'a pas encore vu dans le tertiaire à ma connaissance. En revanche, c'est des choses qui existent depuis très longtemps dans les galeries commerçantes, où le loyer il est assis sur le chiffre d'affaires et donc c'est un taux d'effort qui fait que deux cellules concomitantes qui n'ont pas la même activité, on peut avoir des loyers qui sont avec un facteur 2. Donc oui, c'est des choses qui peuvent exister. Il y a souvent un loyer minimum garanti quand même. Oui, mais le variable peut être assez important. Donc, c'est des choses qui existent, qui pourraient être transposées dans le monde du bureau, mais là, on est plus dans la donnée au sens climatique ou énergétique. Effectivement, l'une des difficultés qu'on a, c'est à cartographier ces mètres carrés par type d'utilisation. Alors, le législateur a prévu différents types d'utilisation, mais ça ne rentre pas forcément dans la finesse qu'il faudrait. Et il y a toujours des choses à améliorer. Moi, ce que je vois, c'est... Oui, on n'est pas parfait sur la donnée. Oui, les mètres carrés, on compare peut-être pas tous des choses qui sont comparables. Le décret tertiaire, c'est d'une complexité sur le papier forte, mais c'est une très bonne dynamique. C'est un début. C'est-à-dire on commence à mettre des données, on commence à regarder, on découvre les cas particuliers et petit à petit, on s'améliore. Et c'est en avançant tous ensemble comme ça, et d'où l'intérêt de la ISN qui a été créée notamment avec la PROMA, de partager ces données, de les faire vivre. Et merci à Fidji qui nous aide beaucoup dans cette démarche, parce que la solution théorique qui traite tous les cas n'existe pas. Donc il faut commencer par quelque chose et aller vers du mieux. Ça marche le décret tertiaire? Elle fonctionne la plateforme pour le décret tertiaire? Oui, ça fonctionne, oui. Alors aujourd'hui, il y a très peu de clients, en tout cas chez nous, qui n'ont pas rempli toutes leurs obligations déclaratives. On a même des clients, Eric est très bien placé pour en parler, Eric Bouvier, qui sont allés très loin dans l'automatisation avec des plateformes pour faire en sorte que ce traitement soit très, très automatisé. Donc ça fonctionne. Notre enjeu aujourd'hui, c'est plutôt de travailler avec les PropTech, et on commence à avoir un certain nombre de POC, comme on dit, pour mettre en place des plans d'action, encore une fois, sur les enjeux de meilleur usage plutôt que déjà de transformation, parce que c'est coûteux, parce que c'est peut-être pas la bonne période, parce qu'il faut déjà commencer par quelque chose.
Donc oui, ça fonctionne. Je me projette, et ça va être ma dernière question, parce que je vois le temps qui file, donc je n'ai pas réussi à rattraper le quart d'heure qu'on avait perdu au départ, désolé. Sur le prochain cycle immobilier, je voudrais faire le lien entre le prochain cycle immobilier et l'ESG. Est-ce que l'ESG, aujourd'hui, c'est un coup près, une nouvelle boussole pour l'industrie immobilière à partir de 2025 ? Le mot couperé est mal choisi quand même. Enfin, c'est un peu négatif. Mais oui, c'est important. Enfin, encore une fois, en Europe, on ne peut pas faire sans... Je pense que ce qu'il faut qu'on a, enfin, plutôt moi ce que j'aimerais qu'on arrive à arrêter de faire, c'est de dire que l'ESG ça sera que bien si on arrive à prouver que ça a un rendement, que ça entraîne des rendements supérieurs. Parce que je suis pas sûre qu'on arrive un jour à le prouver. C'est pas tellement facile de dire que un immeuble parce qu'il consomme moins d'énergie, quelqu'un va le payer plus cher. Je suis pas sûre que ça va. Là, c'est l'éternel débat sur la valeur verte ou le brand discount. Parce que c'est très difficile à prouver dans les faits, parce qu'il y a tellement de choses qui vont dans la valeur d'un building que sa localisation, forcément, ça sera toujours ça qui fera vraiment, je pense, la valeur d'un immeuble. Bon, après, si à localisation égale, effectivement, la valeur verte, mais il faut vraiment comparer deux immeubles extrêmement similaires pour pouvoir ensuite ajouter une valeur verte. Moi, je pense qu'il faut aussi se dire que c'est peut-être tout simplement un troisième métrique. Il y a le risque, il y a la performance et il y a la valeur verte. Voilà. Plutôt que de vouloir forcément intégrer la valeur verte dans la performance ou le risque. Éric ? C'est une boussole. C'est une boussole. C'est quand même l'avenir de l'immobilier. C'est pas linéaire. Ça fait partie intégrante du chaos, avec les sujets de transformation, les sujets de data aussi, et je pense qu'il y aura, dans des périodes un petit peu basses, où ce qu'on a à un moment évoqué, c'est-à-dire qu'il y a moins d'argent aussi, donc moins de capex, il y aura les acteurs qui vont y aller, il y aura ceux qui sont un peu plus mous, et puis ceux qui lèveront le pied, d'autant plus que le client final, pour l'instant, en tout cas l'épargnant, n'a pas intégré c'est très secondaire. Donc je pense qu'il faut agir avec conviction, il faut garder la ligne, mais voilà, c'est des sujets, ça fait partie en tout cas des enjeux que nous avons et que nous devons relever dans les prochaines années. Sabine, un petit mot sur... Quand on vous écoute, tous, autour de ces thèmes-là, on pourrait avoir un peu peur, hein, être un peu anxieux autour de cela. Et parce que c'est un vrai problème, hein, ça fait partie du chaos, effectivement. Je voudrais plutôt, moi, en faire un élément de fierté. Parce que toute cette notion de RSE, c'est quelque chose qui rend fiers les entreprises, c'est quelque chose qui rend fiers les gens qui travaillent dans ces comptes entreprises. Et du coup, c'est un formidable levier d'attraction et de rétention des différents talents. Quand on fait les désembauches, on s'aperçoit que tout ce qui tourne autour de qu'est-ce que vous faites de bon pour la planète, etc., c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors, sur le E de ESG, la partie énergétique, forcément, il y a des mesures de bon sens. Mettre un pull ou enlever une veste quand on a trop chaud, c'est vraiment quelque chose que l'on essaye de faire et on placarde beaucoup de messages dans nos bureaux. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'avoir démocratisé et tout ce qui est reuse. On réutilise depuis 2016, qui est une date pour nous importante, les meubles qui sont de bonne qualité, on réutilise les matériaux qui sont de bonne qualité aussi, et donc on est toujours dans cette notion de recyclage sur lequel voilà, on s'y investit, on fait beaucoup de com autour de ça aussi pour nos propres collaborateurs. Il y a un autre truc qui est super important, c'est le fameux S de sociétal. Et vraiment, je suis vraiment en accord avec Astrid sur ça. C'est aussi ce qui fait notre supplément d'âme. Et par exemple, au-delà de 7%, plus de 7% des collaborateurs de AXA France sont en situation de handicap, ce qui est quand même un pas assez énorme dans la partie insertion. On a beaucoup de démarches pour aller encore plus loin. Donc on est en partenariat avec des acteurs qui s'occupent de l'insertion. Mais on fait aussi en sorte d'accueillir chez nous
Alors, dans notre offre de restauration, dans notre siège social, on a Café Joyeux, qui est maintenant, en fin de compte, inside, qui est intégré et qui ne fait pas que du café, qui sert aussi des plats, etc. Ça, c'est un truc absolument extraordinaire. C'est super émouvant, c'est super touchant. Et j'y étais encore hier. Et en fait, on s'aperçoit que ça draine beaucoup de monde. Et donc, le fait que ça rende les gens fiers, c'est quelque chose aussi qui est, en fin de compte, très important. Et puis, ce qu'on essaye de faire aussi pour aider la ville et les citoyens, c'est de travailler avec les bureaux du cœur. Et donc, on essaye, au fur et à mesure, de proposer des espaces pour accueillir des gens qui sont en situation un peu difficile, des centres de domicile fixe. Et on les accueille temporairement pour leur donner le petit coup de pouce qui va leur permettre d'aller travailler et de pouvoir retrouver une vie plus normale, si tant est que leur vie n'a pas été normale. Voilà. Et donc ça, c'est les petits suppléments d'âme. Et je vous encourage beaucoup aussi à aller vers cela. Enfin, moi, ça me rend extrêmement fière et je suis très heureuse de le partager avec vous. Merci pour ce mot. Merci. Allez, conclusion avec Pierre et Priscilla, juste en 2 mots. En 2 mots. Non, je pense que oui, c'est une tendance de fond. On a une chance en fait en Europe, c'est qu'on aime la norme et la contrainte. Mais je trouve qu'en fait, c'est une véritable opportunité parce que toutes les normes, que ce soit la taxonomie, le décret tertiaire, les DPE, les appels d'offres de la commande publique et parfois privée qui mettent les critères ESG de nos propres entreprises très haut dans les notations. On a répondu récemment à un très grand appel d'offres. On était sur 30% de la note sur des critères ESG. Tout ça va dans le même sens, qui fait que même si, effectivement, il est toujours difficile de voir ce que ça permet de gagner, fait que c'est incontournable et c'est une opportunité de dépassement. Et je rejoins Sabine, ça génère au sein de l'entreprise des vrais projets. Pour nous, des nouvelles offres, des nouvelles idées, des nouvelles idées de services pour accompagner nos clients. Et ça valorise le travail de nos collaborateurs qui contribuent à cette transformation de la société. Donc oui, on ne peut plus l'ignorer. Et non seulement on ne peut plus ignorer, mais on doit tous y aller à fond parce que c'est pour tout le monde une opportunité. Et finalement, merci le législateur. Priscilla, pas de ESG, pas de crédit ? Eh bien, en résumé, sur tout ce qui est new money, donc pour nous, donc quand je fais un financement nouveau sur une nouvelle acquisition ou un refinancement de quelqu'un d'autre, chez moi, oui. Voilà. C'est pas encore le cas de chez tout le monde, mais c'est la tendance. Et pour moi, les raisons sont multiples, mais il y en a une qui est très importante, c'est que notre régulateur nous pousse à le faire. C'est que le régulateur, il a très très peur du risque climatique et des impacts financiers du risque climatique sur l'économie en général, sur le secteur financier en particulier, les assureurs, mais aussi les banquiers. Et résultat des courses, il nous pousse à vraiment allouer notre capital vers de la finance dite durable, pas qu'en immobilier, mais dans tout, et que donc on a des comptes à rendre à notre régulateur. Et notre régulateur, il nous surveille, il nous a mis en place notre Green Asset Ratio depuis cette année, depuis le 1er janvier 24. Donc les premiers chiffres sont sortis, ils sont extrêmement bas. Le meilleur, c'est plus ou moins 5%, on fait partie des meilleurs à la Banque Postale, mais objectivement, c'est extrêmement bas. Donc 5% de nos crédits sont considérés comme des prêts dits durables par rapport à l'intégralité des prêts faits par les banques. C'est très bas. On est surveillé. Si ça ne monte pas très vite, on va avoir des pénalités. C'est une évidence. Donc en fait, on va aller de plus en plus. Bon, pour moi, c'est une lame de fond vers. On aura obligation d'aller pour financer des opérations qui vont être dites durables. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Et personnellement, je suis très fière de travailler à la Banque Postale là-dessus, parce qu'on a été vraiment pionniers sur ces sujets. J'ai porté en copilotage avec Arnaud Godard de chez Bouygues, maintenant chez Colliers, le groupe ESG de l'IFPIM, et pour vraiment essayer de faire bouger tout le monde et faire bouger tout notre écosystème financier sur ces sujets pour la collecte de données et puis aller vers ça. Donc, continuons. Il faut traverser l'Atlantique dans l'autre sens maintenant. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette première table ronde.